Bon matin, merci d'être avec nous ce matin. Je me présente rapidement, Catherine Gendron, je suis conseillère au virage numérique pour la cellule Virage numérique chez Québec numérique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Virage numérique, c'est une cellule de Québec numérique qui rassemble plusieurs programmes d'accompagnement offerts gratuitement, entre autres aux commerçants de la Ville de Québec et aux entreprises de la MRC de Portneuf, afin d'offrir un accompagnement personnalisé dans le cadre de la mise en place d'un projet numérique. Nous sommes donc là pour vous aider à prendre le virage numérique. Je vais vous laisser le lien vers notre site web dans le chat si ça vous intéresse d'en savoir plus. Dans le cadre de ce programme, nous organisons également des webinaires ouverts à tous dans le but de vous donner l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances sur certains éléments du virage numérique. Nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir Alexandre Gravel, coprésident de Toast Studio. Donc, quelques petits détails techniques avant de commencer. On est en mode webinaire, donc les caméras et micros ne sont pas activés. Donc, on vous invite là, à écrire dans le chat si vous avez des questions ou commentaires pendant la présentation. Alexandre répondra à vos questions un petit peu au courant de la présentation et surtout à la fin. Assurez-vous là, donc de les laisser dans le chat, puis on pourra y passer par la suite. Sur ce, Alexandre, je te passe la parole. Génial. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. On va passer les 90 prochaines minutes ensemble environ. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions puis d'essayer de voir comment on peut vous accompagner là-dedans dans le virage numérique et tout. Puis aujourd'hui, on va parler contenu. J'aurais aimé savoir, moi j'arrive bien excité, j'arrive vraiment plein d'énergie et tout. Pour ceux qui sont game, en un mot, vous arrivez avec quel type d'énergie ce matin? Je vous invite à le mettre dans le chat. Je serais juste curieux de voir le genre de mood dans lequel on est. Dépendant où vous êtes, ici, moi, je suis à Montréal, c'est nuageux, mais l'énergie est là. Donc, en un mot, si vous êtes partant et participant, là, je serais très curieux de savoir c'est quoi qui vous anime ce matin. Nancy qui dit curieuse, Virginie motivée, Andréane, curiosité aussi, motivée, décisément. Curieuse, oh, endormie. Judith, on va travailler là-dessus. Je vais vraiment travailler là-dessus. Je ne sais pas si tu as ton café et tout, mais on va regarder ça. Fébrile, tout ce qu'on va pouvoir faire dans une heure et demie. Quelqu'un a besoin de plus de café? Moi, j'en ai déjà deux en dedans de moi, fait que vous allez le sentir un peu. Décidément, beaucoup de curiosité aujourd'hui. Beaucoup de curiosité, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, on va vraiment regarder un peu comment travailler le contenu à l'intérieur de votre organisation, puis comment le contenu peut potentiellement vous aider. Qui suis-je? Catherine l'a mentionné un petit peu. Alexandre Gravel, je suis cofondateur et président donc chez Toast. Toast Studio, qu'est-ce que c'est essentiellement? Bien, Toast Studio, c'est on a deux grandes divisions essentiellement à l'intérieur du groupe Toast. Une des premières divisions, donc, c'est une division de production télévisuelle. Donc, on produit de la télé au sens traditionnel du terme. Donc, vous avez quelques images de Chef de bois, notre série réalité. On en est à une deuxième saison, on va en avoir une troisième. Vous avez peut-être vu passer sur Moi et compagnie Marie-Lou, pour qui on a fait un premier show de télé l'année dernière. Donc, on travaille vraiment dans le volet contenu au niveau de la télé et c'est vraiment ce qui anime notre quotidien. Le deuxième volet l'autre division sur laquelle on travaille pas mal, ben, c'est une division de contenu de marque. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des marques et des annonceurs pour produire du contenu et développer avec eux la stratégie, produire ce contenu-là, le déployer. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et qu'est-ce qui anime un peu ces deux divisions-là? C'est quoi l'espèce de fil rouge qui lie toutes ces choses-là ensemble, qui permet aux équipes de travailler ensemble? Bien, c'est un peu la nature même de ce qu'on discute ce matin. C'est cette notion d'avoir une audience qu'on veut rejoindre, de bien la connaître et d'être capable de comprendre ce dont elle a besoin pour pouvoir créer un lien avec elle. Donc, on va en parler et on va se le répéter pendant les 90 prochaines minutes. Le contenu n'est pas nécessairement là pour vendre de façon vraiment précise, mais beaucoup plus là pour aider et créer du lien avec l'audience qu'on veut rejoindre. Donc, pardonnez-moi pour ça.
Donc, qu'est-ce qui nous anime au niveau de ce qu'on fait chez Toast? C'est cette notion de vouloir informer, éduquer, divertir les gens. Et on croit que tout le monde mérite justement de pouvoir être informé, éduqué et diverti de la meilleure façon. Et notre objectif, dans le fond, c'est de sauver le monde du mauvais contenu. Si on peut réussir à faire ça, puis si on peut accompagner des organisations à produire du meilleur contenu puis à créer des meilleures relations avec ces audiences, bien, on aura réussi. Ce que vous voyez à l'écran, vous allez le recevoir. La présentation, vous y aurez accès. On trouvera une façon de vous la communiquer. Là. Il n'y a pas de souci. Fait que ce que vous voyez à l'écran, là, ça va être à votre disposition. Par la suite, je me mets une diapo comme ça parce que j'ai tendance à l'oublier. Puis après ça, les gens me demandent à mi-chemin, mon Dieu, je viens de prendre 16 pages de notes. Est-ce que je vais avoir la présentation? Oui. C'est quoi notre destination? Notre destination ultime, là, ça serait ça. Cette petite BD-là là, qui date, que Tom Fishburne a faite il y a une dizaine d'années. Là. Si on pouvait faire en sorte que les gens en redemandent, que les gens soient au courant des contenus que produisent nos organisations et qui en redemandent, bien ça sera le plus grand succès qu'on aura pu avoir. Donc ça, c'est notre destination. Si on pouvait y arriver, ça, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Mais pourquoi le contenu? Moi, je suis très curieux de savoir, euh, puis justement, j'allais dire à main levée, mais ça va être difficile ici, mais à chat levé ou à chat freestyle, pourquoi, selon vous, le contenu est important? Pourquoi le contenu ou pourquoi le contenu pique votre curiosité? Il y a plein de gens qui ont mentionné être curieux, curieuses là, dans le chat. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous pensez que le contenu est pertinent pour votre organisation? Je serais curieux de vous lire. Là. Je mets au défi 4-5 personnes de m'écrire un peu la raison pour laquelle vous pensez que le contenu est important. Je vous laisse un 20 secondes de temps de prendre une petite gorgée d'eau. Donc, David mentionne rester top of mind. Dominique, découvrir la marque, c'est intéressant aussi. Éduquer notre cible, Marie-Pierre, j'aime bien ça aussi, qui fait lien aux trois types de contenus. Ce que je mentionnais quelques instants, c'est les trois types de contenus, informer, éduquer ou divertir. C'est un peu trois façons de voir le contenu. C'est la marque de commerce. Tisser des liens. Tisser des liens, j'aime beaucoup ça. Humaniser, oui, on peut réussir ça avec le contenu. Définir la personnalité de l'entreprise aussi, mais la table sur qui on est, entretenir la conversation, avoir une marque employeur, toutes des excellentes réponses. Donc, vous voyez à quel point le contenu au sens large vient créer, puis dans ce que vous faites se ressortir, vient créer ce lien-là avec votre audience, avec vos publics cibles, mais il y a un enjeu, il y a un problème dans lequel on vit. Et ce problème-là existe depuis le 24 juin 2009. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 juin 2009, au-delà d'être le deuxième anniversaire de mon plus vieux et une Saint-Jean qui, je l'imagine, a été fort mouvementée pour quelques-uns d'entre vous. Le 24 juin 2009, selon Matthew Swayze, qui travaille maintenant depuis longtemps chez Salesforce, il a fait une évaluation du bruit généré par les entreprises versus le bruit généré par les individus. Donc, si vous regardez la petite ligne grise pâle à l'écran, vous pouvez voir que dans les années 30, le bruit généré par les entreprises a augmenté un peu. C'est l'arrivée de la radio. Dans les années 60, on voit vraiment un pic des années 60 à 70. C'est l'arrivée de la télé. Donc, ces différents canaux-là ont permis aux marques de générer de plus en plus de bruit puis d'être de plus en plus présents auprès de leur clientèle, leur cible, leurs audiences. Et ça a augmenté dans les années 90 avec l'arrivée du web. Mais qu'est-ce qui est arrivé à partir de 2005 et 2010 qui a fait vraiment en sorte qu'il y a eu une explosion du bruit généré par les individus? Virginie, tu le mentionnes, le téléphone intelligent est arrivé à peu près en 2007. Facebook a vraiment commencé à percer à peu près autour de 2007. Donc, les Twitter, Facebook et autres de ce monde, beaucoup de réseaux sociaux ont commencé à émerger. Les téléphones intelligents, comme tu dis, Virginie, ont permis la démocratisation de la photo numérique. Donc, on s'est retrouvé avec une capacité en tant qu'individu à générer énormément de bruit. Ce qui fait qu'autour du 24 juin 2009, Matthew Swayze ne nous a pas donné l'heure exacte, là, mais on va y donner confiance. Le bruit généré par les individus a dépassé celui généré par les marques. Ce qui fait que depuis cette période-là, on a un grand défi en tant qu'organisation, puis en tant que vous, gestionnaire dans des organisations, de réussir non pas à percer à travers le bruit, ça serait juste crier plus fort que les autres, mais plutôt de vous démarquer.
d'apporter quelque chose de différent à vos audiences qui fait en sorte que vous allez vous démarquer de la masse. C'est sûr que vous pouvez crier plus fort. Vous pouvez acheter les billboards sur le bord des autoroutes, vous pouvez être présent dans les feeds de tout le monde, mais ce n'est pas nécessairement la seule solution. Il faut une combinaison des différentes solutions. Et le fait aussi que lorsqu'on pitch trop fort, lorsqu'on crie trop fort en tant qu'organisation, il y a un phénomène inverse qui s'installe, puis vous en êtes sûrement les premiers témoins, on l'est nous-mêmes. Quand une marque nous crie un peu trop fort, des fois, on va se retrouver à avoir peut-être un peu moins confiance dans la marque en se disant, subconsciemment, si la marque a besoin de crier aussi fort, là, ça doit être qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on perd un peu confiance. On n'a pas nécessairement confiance par défaut et il faut donc réussir en tant qu'organisation, en tant que marque, à se démarquer, réussir à aller rejoindre notre audience, idéalement sans avoir à crier fort. Comment on fait ça? Entre autres avec le contenu, le marketing de contenu et le contenu de marque. Un livre que j'adore, que j'ai juste ici justement, Think Do Say de Ron Tite, dirigeant d'agence de l'agence Church and State à Toronto. Super livre très, très, très intéressant qui essentiellement met la table sur le fait que ce qu'une marque dit, donc say, devrait être basé sur ce qu'elle fait, ses actions, le do en jaune, mais ça devrait surtout naître des valeurs et de la manière de penser de la marque. Et les marques devraient toutes faire ça. Et une chose qui est une des citations du livre que je ressors toujours, c'est si on revient là, à notre période de l'arrivée de la télé et tout, on pourrait dire que les gens votaient, si on généralise avec leur porte-monnaie, c'est en achetant un produit que les gens votaient pour une marque. Bien, de nos jours, on peut commencer vraiment à dire que les gens votent avec leur temps. Les gens vont voter grâce au temps qu'ils vont passer avec la marque. Si vous êtes capable de faire en sorte que les gens passent du temps avec vous en tant qu'organisation, ben vous avez réussi. C'est un gage de confiance de la part de la personne qui a passé du temps avec vous et vous aurez d'autant plus de facilité justement à pouvoir la convaincre de faire affaire avec vous. Donc, si on regarde par la suite, que veut dire contenu? Comment on pourrait le définir? Là, on a sorti différentes façons de le voir là, dans le chat il y a un instant, mais si j'avais à ressortir une définition du marketing de contenu et du contenu de marque, ben, celle-là qui est à l'écran, c'est une de mes préférées. Elle est tirée d'une organisation américaine qui s'appelle le Content Marketing Institute, qui est vraiment une source incroyable d'informations, de documentation et de contenu, évidemment, sur tout ce qui est contenu de marque, marketing de contenu. Et leur définition, je l'aime beaucoup, puis je vais la décortiquer un peu avec vous. On va prendre un petit instant pour décortiquer ce qu'on a à l'écran. Le marketing de contenu est une approche stratégique du marketing. Donc, le côté stratégique est bien important. Quand on parle de marketing de contenu, ce n'est pas juste publier sur Facebook. Ce n'est pas juste mettre des photos sur Instagram puis aller chercher du taux d'engagement. On va aller bien au-delà de ça. Et on peut avoir un impact stratégique sur l'organisation. On peut réellement avoir un impact sur la façon dont l'organisation sera peut-être valorisée dans le futur, l'organisation va se comporter. Le lien de confiance entre des clients potentiels ou des clients existants et une organisation, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et quand on réussit à amener ce vocabulaire-là à la table dans les rencontres de haute direction, on est capable de justement démontrer à quel point le marketing de contenu est une approche stratégique et non pas seulement des tactiques style réseaux sociaux ou envoyer un ou deux emails de masse par mois. Ça va bien au-delà de ça. Donc, c'est une approche stratégique de marketing axée sur la création et la distribution d'un contenu de valeur. Donc, la création et la distribution, deux moteurs bien importants du marketing de contenu, deux moteurs distincts. D'un côté, on veut créer les bons contenus, on veut créer du contenu qui va justement attirer l'attention et capter l'attention de notre audience qu'on veut rejoindre. Et d'un autre côté, on veut distribuer aussi ce contenu-là. On veut avoir un moteur de distribution de ce contenu-là. Puis vers la fin du 90 minutes, vous allez voir exactement ce que je veux dire dans la façon d'aborder les processus de création de contenu. Donc, axé sur la création et la distribution d'un contenu de valeur pertinent et cohérent. Le mot important, c'est la valeur. Quand je mentionnais tantôt que l'important n'est pas de crier fort en tant qu'organisation, mais de réussir à se démarquer, une des façons très, très, très pertinentes de le faire, c'est d'avoir justement un contenu de valeur, un contenu qui apporte quelque chose à l'audience qu'on veut rejoindre. Ce n'est pas juste de leur dire ce que vous offrez, ce n'est pas juste de présenter vos produits ou vos services, c'est de leur apporter de la valeur pour qu'eux puissent justement passer du temps avec vous en tant qu'organisation et ressortir de là en se disant
j'en suis vraiment ressorti avec quelque chose de plus. J'en suis ressorti informé, éduqué ou même diverti dans certains cas. Donc, un contenu de valeur pertinent et cohérent dans le but d'attirer et de fidéliser. Donc, vous remarquerez, il n'y a pas le mot vendre. Ce qu'on veut avec le contenu, un contenu performant va attirer une nouvelle audience. On va pouvoir bâtir un bassin d'audience à qui on va pouvoir éventuellement pitcher notre produit ou notre service, ou on veut fidéliser un public. Donc, on veut les attirer, peut-être des clients potentiels, et on veut fidéliser ceux qu'on a. C'est toute la notion de création de relations, de créer un lien avec notre audience. Et c'est cette dimension-là et c'est cette balance-là entre je vais créer du lien d'un côté avec le contenu, puis je vais faire de la publicité d'un autre pour vendre mes choses. Mais ces deux éléments, ces deux chaudières, si on veut, très distinctes dans votre stratégie marketing et stratégie de communication. Fidéliser un public clairement défini. On va parler rapidement tantôt, là, mais les segments d'audience que vous voulez rejoindre, vous devez faire des choix pour bien les comprendre, pour vraiment être en mesure de créer du lien. Vous ne voulez pas juste savoir comment les cibler sur Facebook, vous voulez les rejoindre, certes, mais aussi créer un lien avec eux. Et c'est ça qui va faire que votre contenu va être encore plus performant. C'est ce lien-là que vous avez créé. Et en définitive, stimuler une action profitable dans le futur. Donc, l'idée étant non pas de vendre maintenant, mais de créer le lien maintenant pour vendre plus tard, plus facilement. Ça, c'est la définition. Puis, c'est un peu ce qu'a fait depuis le plus loin qu'on peut remonter par rapport au marketing de contenu et au contenu de marque, ça serait de Locomotive en 1867. C'est une entreprise, une compagnie d'assurance qui essentiellement publiait une véritable infolettre en papier destinée à leurs clients qui étaient des dirigeants d'usines. Et eux, dans l'infolettre, ce qu'ils voulaient faire justement, c'est d'aider les dirigeants d'usines à devenir meilleurs dans leur travail. Donc, ce que The Locomotive voulait faire, c'est fidéliser une clientèle, on vient d'en parler, en leur apportant de la valeur. Comment je peux t'aider à devenir meilleur dans ta job? Et c'était ça le but de Locomotive. Et le guide Michelin a aussi, à peu près dans les mêmes années, il y a plus qu'une centaine d'années, avait une stratégie assez particulière. Le but, la compagnie Michelin faisait des pneus, il y avait des nouvelles voitures sur les routes à peu près autour de 1900, et leur but pour eux, était de vendre des pneus. Comment je vais faire pour vendre des pneus s'il y a très peu de voitures et que les gens ne conduisent pas beaucoup? Ben, peut-être que je pourrais produire du contenu qui va faire en sorte que les gens vont conduire plus. Ce n'est même pas une blague. Le guide Michelin répertoriait les meilleurs restaurants à travers le pays, la France à ce moment-là, pour que les gens conduisent d'un bout à l'autre du pays avec leurs pneus Michelin, les usent et au final finissent par en acheter un peu plus. Donc, ils avaient une stratégie assez particulière par rapport au contenu, puis le contenu permet justement de faire ça, de maintenir le lien et au final de permettre aux gens de se souvenir ah, ben tiens, j'ai eu Michelin dans mon auto puis dans mes week-ends depuis des mois. Ben, quand vient le temps de choisir un nouveau pneu, ben, je vais peut-être me, me, me tourner vers cette entreprise-là. Donc, la valeur. La part de valeur est bien importante. La deuxième chose à garder en tête, si les gens votent avec leur temps, il faudrait y faire attention à ce temps-là. Quand je parlais justement de sauver la planète du mauvais contenu, là, l'idée, c'est de sauver la planète de ces espèces de vidéos, puis j'espère que vous n'en avez pas trop été coupable, des vidéos de 2-3 minutes qui présentent une entreprise que quelqu'un va écouter parce que ça passe dans son feed ou on lui a envoyé ou on lui a fait visionner. Et au final, la personne ressort de là en se disant hey boy, ça c'est 3 minutes de ma vie que je ne verrai plus jamais. On veut vraiment éviter ça. On veut éviter cette notion-là du fait qu'on fait perdre le temps aux gens. Le temps est hyper important, puis l'économie de l'attention, c'est une notion que j'adore, qui est vraiment intéressante. Vous irez lire la page Wikipédia de ça. Mais l'idée de l'économie de l'attention, c'est cette idée que, comme une économie, on a un petit porte-monnaie avec la devise dedans. Bien, dans notre compte, c'est tous levés ce matin, certains plus endormis que d'autres, mentionnaient dans le chat, mais on s'est tous levés avec un porte-monnaie bien plein de minutes pour notre journée. C'est notre devise. Et tout au long de la journée, on va donner des minutes à gauche et à droite. Là, vous consacrez 90 de vos minutes à m'écouter. Et mon but derrière ça, vu que c'est une économie, c'est de vous apporter de la valeur. Mon but, c'est qu'au terme des 90 minutes, vous ne ressortiez pas de là en vous disant hey boy, ça, c'est 1 heure et demie de ma vie que je ne reverrai plus jamais. Mais plutôt que vous ressortiez de là en disant OK, j'y ai été chercher un peu de valeur, j'y ai trouvé de la valeur et ça a valu la peine. Cette économie de l'attention-là, qui fait en sorte que quand vous publiez quelque chose, vous devez être conscient que aux gens à qui vous le publiez ou à qui vous l'envoyez par courriel, réseaux sociaux, vous publiez sur votre blog ou autre, vous demandez du temps aux gens. Et c'est du temps que les gens vont donner à votre organisation
que vous ne pourrez jamais leur rembourser. Ce n'est pas comme aller au magasin. Si les gens vous donnent 2 minutes pour lire un de vos articles, il y a intérêt à avoir de la valeur parce que sinon, les gens pourront, un, jamais avoir le temps qu'ils ont pris pour lire l'article que vous aviez publié, mais deux, ils risquent de ne pas vous faire confiance ou du moins pas autant la prochaine fois. Et comme on veut que les gens votent avec leur temps, on veut leur apporter de la valeur de façon constante. Alors, ma question est, est-ce que vous apportez toujours de la valeur quand vous publiez ou bien est-ce que, oh mon Dieu, c'est jeudi, on a dit qu'on faisait une publication Facebook tous les jeudis, trouvons quelque chose à dire. Ah tiens, c'est la journée de la barre tendre, on va trouver quelque chose autour de ça. Ça, c'est inutile, ça apporte de la valeur à personne. Vous allez peut-être, puis il y a quelqu'un qui l'a mentionné tantôt, puis la réponse est bonne, mais des fois pas pour les bonnes raisons. Vous allez peut-être être top of mind, mais pas pour la bonne raison dans l'esprit de la personne. À la limite, façon de parler, si vous ne faites pas attention, vous faites perdre le temps aux gens et de cette façon-là, vous perdez de la portée éventuelle. Donc, c'est bien important de s'assurer que quand on fait du contenu, on comprend notre audience et on lui apporte la valeur de façon constante. Et l'économie de l'attention, c'est une bonne façon de garder ça en tête. Donc, au final, ce qu'on veut, parce qu'on ne sera jamais nécessairement, sauf exception, la destination que les gens cherchaient. On va quand même apparaître dans leurs différents fils d'actualité, leurs courriels, peut-être qu'on fait de l'imprimé puis on envoie quelque chose à la maison. Les gens ne nous cherchent pas toujours. Des fois, on va vouloir être dans leur face d'une certaine façon, mais avec de la valeur. Ce qu'on veut au final, c'est faire bien attention. On ne veut pas, ou du moins le moins possible, interrompre les gens pendant qu'ils font quelque chose qui les intéresse, mais plutôt devenir ce qui les intéresse. Si j'ai le goût d'aller voir une vidéo d'un bébé chat sur un tourne-disque qui tourne sur YouTube, dérange-moi le moins possible avec ton pré-roll qui essaye de me vendre un logiciel de gestion comptable. Je ne suis pas dans ce mood-là en ce moment. Peut-être que j'ai été voir ton site web il y a une couple de semaines, puis tu me recibles en essayant de me convaincre, puis de me montrer un témoignage, un contenu de témoignage d'un client satisfait. Je ne suis peut-être pas dans ce mood-là en ce moment. Donc, c'est de faire attention à ces tactiques-là. Je ne dis pas ne faut pas les faire. Il faut juste garder en tête que dans plusieurs cas, on demande du temps aux gens. Et en retour, des fois, on n'apporte pas toujours autant de valeur qu'on voudrait. Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi les blocs légaux essentiellement pour mettre tout ça ensemble? Bien, j'utilise ces 3 cercles-là pour lesquels je fais une analogie un peu comme si c'était un tabouret à 3 pattes. Imaginez un tabouret à 3 pattes dans votre tête, puis enlevez une patte. C'est plus bien un tabouret. C'est juste vraiment un objet qui permet de se péter la gueule. Donc, essentiellement, en contenu, c'est la même chose. Vous voulez avoir vos 3 pattes. Et quelles sont-elles? Bien, vous avez en haut à droite la marque. C'est vous, l'organisation, vos objectifs, vos attentes, ce que vous voulez vendre, vos produits, vos services, votre budget. C'est vous, en tant qu'organisation, qui payez pour cette belle stratégie de contenu-là, évidemment. Donc, ça, c'est le premier volet. Mais ce n'est pas juste à propos de vous. De l'autre côté, en haut, à gauche, vous avez l'audience. Vous avez les gens que vous voulez rejoindre. Ces gens-là ont des besoins, des attentes aussi, ils ont des valeurs, ils ont une attitude, ils se sentent d'une certaine façon à un moment donné. Et il faut bien comprendre cette chose-là parce que le lien entre ces 2 cercles-là, c'est le marketing de contenu, c'est le contenu de marque, pardon. Le contenu de marque, c'est le lien entre l'audience et la marque. La jonction de ces 2 cercles-là où vous êtes en mesure de satisfaire l'audience en même temps que vous satisfaisez la marque. Vous apportez de la valeur d'une certaine façon aux deux avec le contenu que vous aurez produit. Mais tout ça n'a aucune valeur et ne sert absolument à rien s'il n'y a pas le troisième cercle du bas, la distribution. Beaucoup trop de contenus pour lesquels il y a de grands efforts, des budgets qui ont été mis, mais qu'il n'y a pas assez d'efforts ou de temps qui a été consacré à la distribution. Ça fait en sorte qu'il y a des contenus qui meurent un peu d'eux-mêmes, même s'ils ont été très, très bien réfléchis. Et on veut s'assurer que ces 3 choses-là fonctionnent en parfaite symbiose. Ce qui veut dire qu'on veut que l'audience y trouve son compte, on veut que la marque y trouve son compte, puis on veut que notre contenu se retrouve au bon endroit au bon moment. Donc, c'est les 3 choses qu'il faut garder en tête. Maintenant, c'est bien beau tout ça, c'est de la théorie. Comment on amène ça un peu plus sur le terrain? Bien, il y a plein d'exemples. Vous allez très souvent entendre parler de Red Bull comme étant une excellente référence en contenu de marque. Pour plusieurs d'entre vous, peut-être que vous auriez tout de suite la marque Red Bull ou la chaîne YouTube de Red Bull en tête si je vous dis Hey, peux-tu me trouver un gars ou une fille qui descend de montagne en BMX? Je veux vraiment, ou en vélo de montagne ou en fat bike, je veux vraiment voir quelque chose d'extraordinaire. Red Bull est devenu un peu la référence sur ce type de contenu-là.
ce type de contenu sport extrême-là. Ils mettent beaucoup de budget là-dessus et ce contenu-là n'est pas là pour me vendre nécessairement les bienfaits ou les attributs de la boisson Red Bull. On est beaucoup plus là pour l'attitude, l'expérience, pour la posture que prend la marque dans le marché. Et la marque sera très présente, mais on voit que très rarement quelqu'un qui boit du Red Bull en tant que tel. Donc, on est vraiment sur du contenu qui est là pour, dans beaucoup de cas, me divertir, mais je vais avoir la marque top of mind, comme l'autre personne le mentionnait tantôt. De l'autre côté, vous avez Marriott, la grande chaîne, le grand groupe hôtelier Marriott, qui a à peu près une trentaine, entre 30 et 40 bannières d'hôtels différentes. Marriott produit beaucoup, beaucoup de contenu destiné justement aux touristes, aux voyageurs, qu'ils soient d'affaires ou de plaisir, justement en fonction des destinations. Mais vous l'aurez compris, les destinations choisies par Marriott par son contenu sont des destinations où on retrouve justement des établissements d'hébergement des différentes chaînes chez Marriott. Donc, dans ce cas-ci, on n'est pas là pour me vendre la Nouvelle-Orléans. Je veux dire, on n'est pas là pour me vendre la chambre d'hôtel que je vais retrouver à la Nouvelle-Orléans avec la grosseur du lit, la couleur du tapis, puis le nombre de postes de télé que je vais avoir. On est là pour me vendre l'expérience que je vais vivre autour de la consommation du produit. Donc, je vais consommer le produit, une chambre d'hôtel, un établissement d'hébergement, l'hospitalité et tout. Mais ce qu'on veut me vendre surtout, c'est l'expérience que je peux vivre autour de ça. Je m'en vais à Chicago, moi, dans quelques jours, et je suis allé justement sur Marriott Traveler pour voir qu'est-ce que Marriott Traveler propose sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à voir au niveau de Chicago. Ils ont des superbes équipes journalistiques, ils ont plein d'éléments qui peuvent être intéressants. J'ai été voir, il y a des choses intéressantes. Donc, les deux stratégies ici sont dans l'expérience qui peut être vécue autour de la consommation du produit. Puis ce qui est important derrière tout ça, c'est pas juste de créer du contenu, de la vidéo, du texte, de l'audio, un podcast ou n'importe quoi, puis juste de le distribuer. C'est de bien comprendre dans quoi ça s'inscrit. Puis on veut créer des expériences de contenu. Parce qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est tranquillement diriger les gens vers notre produit ou notre service. Notre contenu sert à attirer, fidéliser, mais éventuellement, on veut les diriger vers le produit ou le service qu'on puisse avoir. Donc, ça, c'est l'aspect qui est vraiment important. Donc, vous voyez ça comme un orchestre. Il se passe beaucoup de choses dans un orchestre en même temps. Vous avez d'un côté la section des contrebasses, des violoncelles, où on va avoir vraiment l'espèce de musique, de trame de fond qui est là sur une base très constante. Ça, des fois, je fais un peu référence comme si c'était votre blog, votre hub de contenu sur le site Internet de votre entreprise. C'est là qu'on trouve des contenus evergreen, des contenus qui ont une durée de vie très, très longue, des contenus qui vont être trouvés et qui vont vous servir pendant longtemps. Mais sur une base régulière, il y a la section des premiers violons à l'avant qui va justement qui va aller sur des notes mélodiques un peu plus punchées et tout, et qui va vraiment venir ponctuer avec des contenus peut-être un peu plus légers, un peu plus courts. C'est peut-être vos réseaux sociaux ici. Une fois de temps en temps, à toutes les années, vous allez sortir une grosse campagne, un grand contenu, un truc sur lequel vous allez mettre beaucoup d'énergie, puis sur lequel vous allez mettre du grand déploiement. C'est nos grandes timbales en arrière. Là. Il ne joue pas tout le temps, lui. Il joue de façon sporadique, puis quand il est là, on l'entend. Donc, c'est cette orchestration-là sur laquelle on veut vraiment travailler, puis s'assurer que euh, tout ça se tient. Tout ça se tient. Si on ne faisait que des premiers violons, ça serait un peu dur d'écouter un concerto pendant 2-3 heures, ne constitué que de premiers violons. Ça pourrait être possible, mais je peux vous dire que c'est plus le fun quand l'orchestre au complet s'y met. Puis ce dude-là en arrière, là, avec le gong, là, lui, sortez pas le pas trop souvent, puis attendez-vous pas à ce que tout soit viral, puis tout fonctionne comme vous l'aviez attendu. Là. Prévoyez justement une orchestration, vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc, c'est de créer une orchestration dans votre programme de contenu. Ce qu'on a fait, nous, chez Toast, l'idée a été d'essayer de se dire comment est-ce qu'on peut structurer le travail pour y arriver. Ça, c'est tout bien beau, là, ce qu'on vient de voir dans les dernières 30 minutes. Mais ce qu'on veut réussir, c'est à justement opérationnaliser tout ça. Comment est-ce qu'on fait? Bien, on a développé et on a adapté
Plusieurs d'entre vous connaissent peut-être un peu la configuration des boîtes que vous voyez à l'écran. C'est pas juste fortement inspiré, c'est presque copié du Canva du modèle d'affaires, le livre Business Model Generation qui est extraordinaire, qui explique vraiment comment un peu aborder et structurer les modèles d'affaires d'une entreprise. Eh bien, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté un peu cette manière de réfléchir-là et on l'a appliqué au contenu. Et on s'est dit, en utilisant ces différentes boîtes-là, on va être en mesure justement de s'assurer de couvrir l'ensemble de ce qui doit être considéré quand on développe un programme de contenu. Donc, je vous montre un peu ce qu'il y en est. On retrouve à la base en bas, en vert, la fondation de tout programme de contenu, du modèle qu'on veut bâtir. La première case qui nous intéresse, qui est juste ici, la case en bas à droite, c'est la case avec les objectifs, les indicateurs de performance, les résultats qu'on va obtenir. C'est dans cette case-là qu'on va aller placer justement toute la portée, le nombre de leads qu'on va générer, le nombre de visites qu'on peut générer sur le site web. On va établir une liste d'indicateurs de performance, puis on va aller les placer justement dans cette case-là. C'est ce qui va être un peu à la racine de tout ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'après ça, si on remonte dans le sens anti-horaire, on se retrouve juste au-dessus de ces résultats-là. Et c'est justement ces gens-là qui vont nous permettre d'avoir des résultats. C'est nos segments d'audience qu'on veut rejoindre. Donc, d'ici, si on se dit, OK, on veut atteindre tel objectif dans la prochaine année, voici ce qu'on peut faire en contenu et on veut atteindre tel chiffre, quelles audiences doit-on rejoindre pour réussir à atteindre ces chiffres-là? Donc, on va par la suite réfléchir à quelles sont nos audiences prioritaires, secondaires qu'on va vouloir rejoindre. Une fois qu'on connaît nos audiences, on va pouvoir réfléchir aux canaux de distribution qu'on va utiliser. On veut atteindre certains chiffres, on connaît un peu notre audience, ça va venir nous dicter un peu quels canaux on va utiliser. Est-ce qu'on va être réseaux sociaux? Est-ce qu'on va être courriel? Est-ce qu'on va être entièrement le terme inbound, ce qui veut dire qu'on va produire des contenus qu'on va héberger sur nos propres sites web, notre hub de contenu, par exemple, notre blog, et on va laisser les engins de recherche nous amener du trafic. C'est une autre méthode. Est-ce qu'on va utiliser un canal imprimé? On va peut-être imprimer un magazine. J'ai reçu mon magazine Altitude Sport il y a quelques semaines dans lequel il y a des articles, il y a de la promotion aussi. C'est une pièce de marketing de contenu en soi. J'ai mon magazine CA aussi que je reçois sur une base régulière. Donc, en fonction de mes objectifs et de mes audiences, je vais pouvoir décider quels canaux utiliser, quels vont être mes canaux importants. Et non pas l'inverse. Et non pas dire, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on a un blog, qu'est-ce qu'on fait avec? On va plutôt essayer de les réfléchir à l'inverse puis se dire, OK, on veut aller avoir tel résultat, on a des segments d'audience, quels canaux on va utiliser? Une fois qu'on a commencé à réfléchir à ça, ben, on va être capable de se poser la question dans la case bleu pâle ici, quels sont les contenus qu'on doit produire? Quels sont les sujets et les thématiques qu'on va aborder? Quels sont les formats, maintenant qu'on connaît nos canaux de distribution, quels sont les formats qu'on va utiliser? Puis ça va venir dicter par la bande, ce qui est juste au-dessus de mes canaux. Vous voyez, il y a toujours des liens entre les cases qui se touchent. On va être en mesure d'établir la tonalité, la façon avec laquelle la marque va s'adresser à ses audiences. Donc, notre contenu va passer à travers ces différents filtres-là pour se rendre à l'audience et obtenir des résultats. Derrière ça, en rouge, vous avez toute la gouvernance et les opérations. Qui est les équipes et les ressources internes que j'ai? Quels sont les processus et les différents éléments que je dois aborder pour réussir tout ce que j'ai dit que j'allais faire dans la partie de droite et quels sont les partenaires externes dont je vais avoir besoin. Une autre agence, une maison de production vidéo, un outil comme Hootsuite, un outil comme CoSchedule ou même toutes les suites Excel, Google Sheet et compagnie, Airtable, bref, Asana, vous me voyez venir. Donc, quels sont les outils nécessaires? Et vous comprendrez que sur le dernier élément dans le bas, bien là, maintenant que je sais ce dont j'ai besoin et les ressources que j'ai à ma disposition et celles qu'il me manque, je suis capable d'établir le budget nécessaire pour mettre en place toute cette mécanique de contenu-là. Puis qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le livre du Business Model Generation? Mais il n'y a pas cette petite partie noire dans le bas que j'ai appelée ma salle de conférence avec ma direction et mes gestionnaires. Cette table de conférence-là, imaginez ces trois petites chaises là, qui regardent ce que vous avez fait en contenu, puis mettez-vous dans leur posture, puis que voient ces gens-là? Ils ne voient essentiellement que deux choses. D'un côté, ils voient des résultats,
des chiffres et des objectifs, et de l'autre côté, combien ça a coûté. L'idée est pour vous de réussir à trouver les bons objectifs et le bon budget pour que ça vaille la peine pour l'organisation. C'est de trouver cette espèce de retour sur l'investissement qu'on veut atteindre. Donc, ça, c'est le canevas au complet. Si vous voulez en lire un petit peu plus, vous pourrez aller télécharger un petit guide où j'ai écrit un peu avec l'équipe les définitions que je viens de vous donner. Là, si vous voulez les avoir par écrit, vous pourrez aller là, le télécharger. Puis en plus, vous recevrez une partie d'infolettre aussi, des fois qu'on envoie, une fois par semaine. Mais ce que ce canevas-là vise à faire, c'est vraiment de pouvoir s'assurer de lever toutes les pierres et de pouvoir bien comprendre comment est structuré le contenu dans l'organisation. De quoi ça a l'air? Bien, ça, c'est le genre d'audit qu'on fait, là. Nous, on fait souvent un bootcamp, là, puis vous pouvez faire la même chose. Vous posez des questions, puis vous mettez des post-it sur absolument toutes les cases en vous disant, OK, qu'est-ce qu'on a comme ressources internes? C'est qui qu'on veut rejoindre? C'est quoi les sujets puis les formats qui intéressent nos audiences? Sur quelle plateforme on est? C'est quoi nos objectifs? Souvent, la case objectif, je la trouve bien, bien vide pour beaucoup d'organisations, et puis ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Donc, des fois, en 1 heure et demie, on réussit à aller atteindre un peu cet objectif-là, puis vous pouvez le faire vraiment en équipe, c'est ça qui est le fun. Puis on voit là où il y a des liens, puis des chantiers, puis des choses à faire. Donc, c'est ça qu'on veut atteindre avec ce modèle-là. Et donc, la première, d'ailleurs, je le mentionne en prenant une gorgée d'eau, si vous avez des questions, Catherine mentionnait tantôt qu'on pourrait y répondre à la fin, là, mais n'hésitez pas à les mettre aussi en cours de route, ça va me faire plaisir d'y répondre. Le temps avance et tout, puis je ne voudrais surtout pas qu'on manque de temps à la fin si vous avez quelques questions que je peux aborder tout de suite pendant qu'on en parle. Mais le Canva est vraiment ce qu'on aime utiliser pour un peu définir l'ensemble des éléments, puis savoir où est-ce qu'on est rendu. Est-ce qu'il nous manque un peu dans la définition de nos objectifs? Est-ce qu'il nous en manque un peu au niveau des contenus à produire? Puis c'est un peu ce dont je veux, ce que je veux aborder justement dans les prochaines minutes, c'est parcourir certaines de ces cases-là. La première case, je vais prendre une gorgée d'eau. La première case qu'on regarde quand je faisais mon petit tour à sens rentier horaire, là, c'était les objectifs d'affaires et les indicateurs de performance. Il faut s'établir des objectifs en soi, puis il faut bien comprendre que les objectifs, il faut que ce soit des objectifs qui vont parler à l'entreprise. Il faut que ce soit des objectifs qui tiennent compte aussi de ce qu'on veut obtenir, atteindre ou réussir avec les audiences, réussir à faire, pardon, avec les audiences qu'on veut rejoindre. Comme nous, on a bâti un petit modèle 3C qui est curiosité, cœur, communauté. C'est un peu juste pour mettre la table sur se dire qu'à certains moments, une organisation va sûrement devoir attirer et rejoindre des nouvelles audiences. On va vouloir avoir plus de portée. On va vouloir rejoindre un petit peu plus de gens qu'on rejoint en ce moment, ou du moins s'assurer de rejoindre l'ensemble des gens qui sont peut-être intéressés par ce qu'on a à offrir en termes de produits, de services ou de valeurs. Donc, nous, c'est l'élément qu'on appelle curiosité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réussir à piquer la curiosité de quelqu'un pour que cette personne-là puisse justement se sentir concernée par ce qu'on a à offrir. Virginie, je viens à ta réponse tout de suite après. Je viens à ta question, pardon, tout de suite après. Après ça, une fois qu'on a attiré l'attention puis qu'on a piqué la curiosité de quelqu'un, on va vouloir toucher cette personne-là au cœur. On va vouloir développer une proposition de valeur en contenu, là, vraiment proposer de la valeur qui va faire en sorte que les gens vont se sentir vraiment touchés et il va y avoir un certain lien qui va être créé. On veut travailler à la croissance de ça. Et après ça, au niveau de la communauté, ben, j'utilise le mot communauté de façon un peu libre dans la mesure où l'idée est de s'assurer que le bassin de clientèle qu'on a, on puisse justement le fidéliser, en assurer la rétention, puis justement de réussir à, peut-être même dans certains cas, faire sentir aux gens qui sont un peu chanceux de faire partie des clients, pardon, et on va vouloir bâtir cette fidélité-là. Donc, à travers ces 3 différentes étapes-là, on peut avoir des objectifs bien différents. On va utiliser des moyens différents. On va utiliser de la publicité puis du ciblage pour aller rejoindre puis aller chercher un peu plus de portée. Ou peut-être par la suite, quand on va vouloir fidéliser, mais on va peut-être décider, un peu comme Altitude Sport ou CAA qui m'envoie leurs imprimés par la poste,
On va vouloir justement créer des pièces un peu exclusives pour les gens qui font partie de ceux qui sont nos proches, nos ambassadeurs, nos clients. Donc, il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées, mais il va falloir, à travers les ces différentes couleurs-là, ces différentes étapes-là que vous voyez à l'écran, pour vous de décider quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Donc, on va vouloir se fixer un chiffre, on va vouloir se fixer justement une cible qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on fait une bonne job. Maintenant, il faut faire attention parce que très souvent, en contenu, on va avoir tendance à se dire ah, mais oui, c'est justement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup, mais on va mesurer, et donc, pardon, on va mesurer le taux d'engagement, le nombre de likes ou de réactions qu'on a eues sur nos publications. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Mais pensez à la petite table de conférence que je montrais dans le bas du Canva. À l'opposé, vous avez des dirigeants et des gestionnaires qui, eux, mesurent le succès de l'organisation sur sa rentabilité, ses revenus, ses opérations, ses marges brutes, ses marges bénéficiaires, ses marges nettes. Donc, on se retrouve à être un peu loin du je mets une poche d'argent, là, c'est la forme de conversion, mais dans certains cas, cette conversion-là peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de l'adhésion, ça peut être d'autres éléments, mais comment on peut faire pour trouver justement des objectifs en contenu qui ne sont pas trop futiles? Parce que dans certains cas, justement, les réactions et le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, ça ne parlera peut-être pas à tous les dirigeantes et les dirigeants. Donc, on va vouloir trouver essentiellement des objectifs qui sont un peu à mi-chemin. On va vouloir trouver des objectifs qui vont permettre justement de démontrer que notre contenu fonctionne, mais en même temps d'être capable de se rapprocher justement de la business, si on veut. Donc, c'est vraiment le premier élément du canevas de stratégie de contenu, puis justement de la stratégie, c'est de définir la destination. Après ça, on va définir le chemin. On va prendre notre GPS, puis on va trouver le chemin pour se rendre, mais au départ, il faut trouver la destination. Euh, et quand on donne des ateliers, chez TOS, souvent, je vais demander aux participants de mettre des post-it sur qu'est-ce qu'ils mesureraient, eux, en termes d'objectifs et d'indicateurs de performance en stratégie de contenu. Et on se retrouve avec toute une série, dépendant du nombre de participants, on se retrouve avec quelques dizaines, justement, de post-it sur le whiteboard, sur le tableau. Et ce que j'aime faire, c'est placer ces indicateurs de performance-là de la gauche à la droite. Un peu comme mon petit diagramme que vous aviez à la diapo précédente. À la gauche, on est assez loin de la conversion, si on veut, puis à la droite, on est directement dans le revenu. En contenu, on l'a dit, on ne vend pas nécessairement. On veut faciliter la vente dans le futur. Donc, c'est très difficile pour nous de dire, ben, on va mesurer les achats, le chiffre d'affaires ou les clients acquis parce qu'il y a beaucoup trop de variables qui sont impliquées là-dedans. Il y a l'équipe des ventes qui est sûrement impliquée là-dedans. Il y a l'équipe produit qui est impliquée à savoir si c'est un bon produit ou pas. Donc, on ne peut pas prétendre avoir tant que ça une énorme influence sur ces choses-là directement. Donc, ça va être des éléments qui sont un peu difficiles, comme un taux de conversion du nombre d'entreprises financées, si on est dans le secteur financier, l'acquisition de nouveaux clients ou d'abonnés, si c'est la notion d'un membership ou d'un abonnement. Donc, ici, tout à droite, c'est dur un peu pour nous de se mettre ce type d'indicateur-là dans notre stratégie de contenu directement. Il y a trop de gens qui ont de l'influence là-dessus. Puis s'il y en a un qui se plante, il ne faudrait pas que ça semble être de votre faute ou que vos efforts ne soient pas reconnus. À l'opposé, on va avoir un nombre de likes, un taux d'engagement, l'engagement sur les médias sociaux, des réactions positives, négatives, etc. Donc là, on est vraiment à l'autre bout du spectre. On est très, très, très loin de l'organisation. C'est très difficile de justifier, puis par expérience, mais même vous, vous l'avez sûrement eu, vous avez peut-être eu à le vivre, essayez de démontrer à un haut dirigeant que le nombre de likes est très important pour l'organisation et que ça permet vraiment de générer des résultats tangibles comme des ventes, des abonnements ou peu importe ce que ça peut, des conversions pour l'organisation. Et on se retrouve dans ce temps-là, des fois, à être catégorisé dans une posture de ah, ça, c'est la gang qui font du Facebook, là. C'est bien, c'est cute, là, mais ça ne fait pas une énorme différence. Ce qu'on veut, c'est oui, on a besoin de faire du Facebook.
comme il dit si bien. Mais il faut juste s'assurer que les résultats qu'on va présenter sont plus proches de la business. Et à quoi ça peut ressembler? Bien, là, on peut recommencer à regarder combien de leads ont été générés. Admettons que vous avez une organisation sur laquelle il y a un formulaire sur le site Web qui permet aux gens de démontrer de l'intérêt. En remplissant un formulaire, votre produit ou votre service m'intéresse, bien, on est capable de commencer à mesurer quels sont les formulaires qui ont été remplis par des gens qui avaient été en contact avec des contenus que vous aviez produits. Ou peut-être même que sur un des articles qui explique comment, je ne sais pas, faire verdir votre pelouse, vous avez un formulaire après les 10 trucs pour s'assurer d'avoir une belle pelouse pour l'été, il y a un formulaire qui propose justement aux gens de démontrer leur intérêt pour votre produit ou votre service de gestion de pelouse. Votre article n'était pas là pour vendre vos services. Il ne faisait que donner les meilleures pratiques que vous utilisez évidemment dans votre service, mais que les gens auraient pu très bien ressortir de là avec une valeur, se rendre chez Home Depot, acheter les produits qu'il faut et le faire eux-mêmes. Vous avez apporté de la valeur, vous les avez éduqués sur la façon de maintenir une pelouse, mais vous aviez un formulaire de génération d'intérêt dans le bas et vous pouvez commencer à mesurer ces choses-là. Ça devient intéressant parce que là, votre contenu peut être directement lié à quelque chose qui est proche d'une conversion. La véritable conversion va dépendre du représentant qui va rappeler la personne et tout et tout. Vous ne voulez pas être mêlé à ça parce que si c'est un mauvais représentant, vous ne voulez pas que ça soit votre faute. Fait que ça, c'est un genre d'indicateur qui peut être intéressant lorsque possible. Taux d'ouverture, taux de clic dans les courriels. Donc, comment vous avez amené du trafic vers le site, nombre d'abonnés à votre infolette. Peut-être qu'au fil du temps, vous êtes capable de démontrer que quand quelqu'un s'inscrit pour télécharger un guide que vous avez produit ou une infolette que vous envoyez à tous les mois ou à toutes les semaines, vous avez un taux de conversion dans le temps. Peut-être 6 mois, 8 mois plus tard, il y a une moyenne de gens qui finissent par convertir avec vous. Donc, si vous êtes capable de dire, ben, moi, je vais aller chercher tant de nouveaux abonnés à l'infolettre dans les prochains mois. Peut-être que ça peut fonctionner. Et ça, ben, pas peut-être que ça peut fonctionner, mais vous êtes capable de calculer le retour éventuel que ça peut générer, mais sans vous attacher directement au revenu. Donc, vous voyez, puis au fur et à mesure que vous dirigez vers la gauche, vous éloignez un petit peu de la business avec des partages, des pages vues, un visionnement sur la vidéo. Ça peut être intéressant en termes de notoriété. Si vous avez un objectif d'entreprise qui est de développer la notoriété, ça peut devenir très intéressant de peut-être être loin du revenu, mais d'aller justement aller chercher de la portée. Je veux rejoindre beaucoup d'êtres humains. Je veux que des gens passent du temps un peu avec la marque parce qu'ils ont vu notre vidéo. Je ne cherche pas nécessairement à les convertir en lead ou en prospect tout de suite, mais je veux générer de la notoriété et ça peut être justement un moyen d'avoir un indicateur de cette destination-là, d'une augmentation de notoriété. Comment on atteint les bons indicateurs à ce moment-là? Une chose qui est bien importante, c'est de remonter aux objectifs d'affaires de l'entreprise. Posez-vous la question et ou posez la question dans l'organisation, quels sont les objectifs de l'affaire de la business dans les 12, 18, 24 prochains mois? Où est-ce qu'on veut arriver? Et de là, vous développez-vous vos propres objectifs de contenu. Dites-vous, OK, l'entreprise va aller là dans 24 mois. Qu'est-ce que moi, au contenu, je peux accomplir pour ramer dans le même sens? Je ne pourrais pas accomplir l'objectif dans son ensemble tout seul. C'est l'ensemble de l'organisation qui va devoir travailler. Mais moi, au contenu, quand je mets ma casquette contenu, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, je vais faire ça et je vais mesurer ces différentes choses-là. Je vous donne un petit exemple. Un exemple qui date d'il y a quelques années qu'on avait fait avec justement L'Oréal. L'Oréal nous avait approché parce que Biotherm Homme, à ce moment-là, la marque, nous avait demandé comment est-ce qu'on peut réussir à rejoindre plus de nouveaux hommes. Et la définition de nouveaux hommes, c'était justement ces hommes-là qui n'avaient pas nécessairement été en contact ou qui ne seraient pas habituellement en contact avec la marque parce que c'est juste pas leur genre de faire ce genre de recherche-là pour des produits de soins de la peau ou de choses comme ça. Donc, nous, notre objectif, c'était de rejoindre des nouveaux hommes. Ce n'était pas leur vendre des petits pots de crème, mais c'était justement de bâtir une audience autour de ça. Et nous, on avait justement l'opportunité de raconter une super histoire qui est l'histoire de Sébastien Sasseville, qui allait traverser le Canada à la course. Il allait partir de Saint-Jean-de-Terre-Neuve et 9 mois plus tard, mettre le gros orteil dans l'océan Pacifique à Vancouver. Et il allait justement courir 180 marathons en 9 mois. Ça, c'est 5 marathons par semaine. Donc, on avait une super histoire à raconter. Puis pourquoi c'était pertinent? Parce que les hommes qu'on voulait rejoindre, qui n'étaient pas du type
petits soins pour la peau étaient peut-être justement des hommes qui pouvaient, puis on avait établi un peu ce profil-là avec le client, des hommes qui aimaient le sport et qui aimaient la performance, la technologie. Et donc, on a raconté cette histoire-là tout au long du périple de Sébastien Sasseville à travers le Canada. Et on s'est questionné en amont, qu'est-ce qu'on allait mesurer? Est-ce qu'on allait mesurer le nombre de pages vues? Est-ce qu'on allait mesurer le nombre de visionnements ou le nombre d'heures passées avec la marque? C'était des statistiques faciles à ressortir. Mais ultimement, ce qui intéressait réellement la business, L'Oréal, à ce moment-là, c'était de développer l'audience. Et qu'est-ce qu'on a donc décidé qui seraient nos deux chiffres principaux? Ça serait le coût d'acquisition d'un visiteur. Donc, cette idée de dire combien, en fonction du budget du projet, ça m'a coûté par visiteur que j'ai pu rejoindre, donc cette personne-là qui ne connaissait potentiellement pas la marque, combien ça coûtait, et par la suite, de voir combien ça coûtait pour rejoindre, encore là, en termes de portée et de notoriété, combien le coût par mille était-il pour avoir le logo de Biothermum le plus possible à travers le Canada. Donc, on a été chercher des mesures qui étaient un petit peu plus complexes à calculer, ben, même pas très complexes, vous le devinerez, mais qui étaient un petit peu plus complexes à réfléchir, mais qui permettaient justement de se rapprocher de la business, donc de se rapprocher justement de la transaction parce que par la suite, pouvaient recibler justement ces différentes audiences-là avec des offres précises. Donc, nous, on a apporté de la valeur avec notre histoire et par la suite, on laissait l'équipe publicitaire faire sa job de vendre les petits pots de crème et les tubes de soins pour la peau. Donc, c'est de choisir ces bons objectifs pour pouvoir essayer de trouver justement la bonne destination, si on veut. Ricardo, un autre bon exemple d'ici. Ricardo, vous avez sûrement été sur le site des recettes. Vous avez sûrement, justement, vous êtes peut-être tombé sur des vidéos qui montrent des techniques sur YouTube. Vous avez peut-être regardé pendant le début de la pandémie certains des lives qu'il faisait en direct de sa cuisine. Mais Ricardo, il fait tout ça gratuitement. Mais Ricardo, en réalité, son objectif, ce n'est pas juste de vous montrer à cuisiner puis à réussir et avoir du plaisir à faire de la bouffe. Le but de Ricardo, c'est de vendre des tôles à biscuits, des spatules puis des mijoteuses. C'est comme ça que Ricardo fait rouler une partie de sa business. Ricardo ne fait pas tant d'argent que ça avec ses émissions de télé. Il ne fait vraiment pas d'argent tant que ça avec son site web de recettes. Le modèle de revenu, c'est les produits qui vont tout autour. Et l'idée pour Ricardo, l'objectif est d'aller chercher le plus de portée possible au Québec, au Canada et en Amérique du Nord pour être justement une référence de produits de cuisine de qualité. Et il va le faire avec une attitude positive. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de fun avec une tôle à biscuits. Et vraiment, ça va être dans cet esprit de positivisme par rapport à la cuisine et à la préparation des repas que Ricardo va réussir à créer ce lien-là avec nous, qui fait en sorte que quand on va se pointer chez Canadian Tire, puis on va avoir le choix entre la spatule Starfrit et la spatule Ricardo, il y a des chances qu'on prenne la spatule Ricardo si l'expérience a été bonne dans le passé, même si elle est un peu plus chère. Et ça, il y a des études qui le prouvent, puis ça, je pourrais éventuellement vous sortir des chiffres, mais des études qui prouvent que s'il y a une relation et qu'il y a une démonstration de la valeur ajoutée, les gens sont prêts à payer plus cher. Donc, vous êtes capable, je parlais d'apport stratégique à l'entreprise, on n'est pas loin de là avec ce genre d'exemple-là. The Furrow, vous connaissez les tracteurs John Deere, là, verts et jaunes, là, qui sont un peu partout à travers le monde. Mais The Furrow, c'est une publication qui existe depuis au-dessus de 100 ans, qui est encore là, qui a comme objectif de maintenir la relation avec les agriculteurs et les éleveurs pour leur permettre justement d'être de meilleurs agriculteurs et de meilleurs éleveurs. Et oui, certes, on parle un peu de John Deere à travers le magazine ou la publication, c'est un média en soi, mais c'est très discret. Et dans les articles en tant que tels, les vrais articles de contenu, il y avait David Jones qui était à C2 il y a quelques années qui mentionnait qu'en 123 ans, la marque John Deere avait été mentionnée moins de 20 fois dans le contenu. Certaines pages publicitaires pouvaient mentionner certains des produits et des services, mais au final, la publication et le contenu étaient là pour maintenir la relation avec l'audience, justement. Et au fil des ans, ils ont rajouté une version numérique, ils ont encore la version imprimée, mais l'essence des objectifs qu'a la publication de Furrow est justement cette notion de maintien de la relation. Donc,
Ça, c'est la notion des objectifs. Pour répondre à ta question, Virginie, je ne t'ai pas oublié du tout, du tout. À quelle fréquence on doit vraiment revoir le canevas? Habituellement, nous, de la façon dont on le voit, c'est que le canevas a 9, 9 ou 10 cases à regarder parce qu'il y en a un qu'on n'a pas regardé. Il n'y a pas une case en soi, mais il y a un élément où on fait un audit de ce qui se passe un peu dans la compétition et ailleurs, qui regroupe un peu toutes les cases. Fait qu'il y a essentiellement une dizaine d'étapes au canevas. Et souvent, ce que j'ai envie de suggérer, c'est de dire, dans l'année, consacrez un mois à chacune des cases. Ça vous laisse 2 mois de lousse, là. Un pour Noël, puis un pour les vacances de la construction, là. Ça vous laisse 2 mois où vous n'aurez pas nécessairement à travailler sur le canevas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est justement à chaque mois de prendre un peu de temps pour revoir une des cases, de réfléchir à vos objectifs une fois par année, de réfléchir à vos audiences une fois par année, de réfléchir à vos plateformes, vos contenus, votre gouvernance, vos méthodes, vos outils. Mais l'idée en le faisant en consacrant un mois par case, ça vous permet de ne pas justement devoir faire, je fais tout le temps la même joke, là, mais de faire un off-site de 2 semaines à Tremblant là, pour travailler la stratégie de contenu. Personne n'est capable de faire ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, travaillons-le étape par étape au fil du temps. Oui, certes, c'est la première fois, vous pouvez regarder puis commencer à colliger la documentation puis mettre tout ça ensemble, mais au final, l'idée, c'est d'être tout le temps en train d'y réfléchir un peu puis en train de le revoir et de vraiment jamais dormir et être tabletté. Février, ou là, on est au mois de mai, mai devrait être le mois des segments d'audience. Donc, ce mois-ci, on va passer peut-être une demi-journée ou quelques heures par-ci par-là. On va appeler un stratège à la pige qui vient nous aider à réfléchir justement à nos segments d'audience, comment ils ont évolué depuis la dernière fois, etc., etc. Donc, on suggère de le revoir d'une façon constante, mais pas de tout le revoir constamment. On ne veut pas tout questionner, on veut juste se donner des moments dans l'année pour le faire. Puis vous pouvez amener ça en adéquation avec vos fins d'année financières puis vos dépôts de budget. Donc, vous pouvez justement trouver quelles sont les bonnes cases à revoir à quel moment dans l'année. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Si tu as une sous-question par rapport à ça, n'hésite surtout pas, Virginie. Deuxième élément que je voulais regarder, c'est les segments d'audience. Donc, le deuxième élément hyper important, c'est qui on veut rejoindre. Si on est pour leur apporter de la valeur, on est mieux de bien les connaître, puis on est mieux de savoir de quoi ils ont besoin. Puis la clé derrière ça, là, je le répète toujours, puis je répète toujours la même chose depuis plusieurs années, c'est l'écoute puis l'empathie. Ce n'est pas nécessairement la grosse recherche marketing à 100 000 ou à je ne sais plus combien de dizaines de milliers de dollars pour essayer de comprendre exactement quelle station de radio, puis quelle auto ils ont, puis leur couleur préférée, puis le nombre d'enfants, puis l'âge de leurs grands-parents. Écoutez vos audiences. Écoutez ce que vous entendez et basez-vous beaucoup sur ces choses-là. Je vous parlais du modèle, du business model Canvas, qui est inspiré du Canva de la stratégie de contenu. Bien, dans la même série de livres, il y a un livre qui s'appelle Design de proposition de valeur. Puis, ce que vous voulez faire avec votre audience, c'est justement cette notion-là. Trouver c'est quoi la valeur que vous pouvez leur apporter. Donc, souvent, on aborde ça, nous, en 3 grandes étapes, là. La première étape, c'est de décider qui on veut rejoindre, puis combien de segments d'audience différents on est capable de gérer dans l'équipe. Ça ne donne rien d'avoir 13 profils de clients différents si on n'est pas capable de gérer 13 types de contenus différents à générer dans certains cas. Ça, c'est un peu extrême parce qu'au final, dans ce temps-là, on fait tout beige parce qu'on essaye de satisfaire trop de cibles différentes. Faites des choix. Trouver une façon de définir justement ces différentes cibles-là, mais dans le décompte, c'est bien important de voir qu'est-ce qui est important pour l'entreprise. Je vous donne 2 exemples en B2B dans ce cas-ci, on était en B2C tantôt. Le premier, Salesforce. Salesforce a une énorme solution logicielle, un énorme CRM très complexe, qui touche tous les secteurs de l'entreprise très souvent et qui va être très dispendieux à l'achat, très dispendieux à implémenter, qui doit être bien utilisé. Salesforce produit énormément de contenu. Pourquoi? Parce que le cycle de vente est très, très long. Ce n'est pas un achat impulsif de changer de CRM dans une organisation et d'implémenter Salesforce. Et donc, Salesforce, à travers ce très, très long processus-là, veut rester en contact avec ses prospects et va leur apporter de la valeur tout au long du processus de vente. Et dans ce cas-ci, ils vont développer différents contenus
pour les différents utilisateurs futurs de la solution. Pas nécessairement le décideur direct qui va dire gauche signe en bas de la page, mais bien les utilisateurs qui vont utiliser la solution dans le futur. Vous avez deux exemples ici, un guide sur l'intelligence d'affaires, le BI, et un autre guide qui est destiné aux gens de marketing. Ce n'est pas eux qui prennent la décision d'implémenter Salesforce, mais c'est eux qui vont devoir l'utiliser après. Et Salesforce développe des contenus comme ça qui vont être envoyés à l'entreprise, aux clients potentiels, des contenus qui pourraient être disséminés dans l'entreprise, puis permettre de commencer à créer ce capital positif-là, créer la relation justement entre l'entreprise et les clients potentiels. Un autre exemple, on travaille, nous, avec Coveo à Québec, justement. Coveo qui produit une solution logicielle qui permet aux différents départements de service à la clientèle d'avoir les bons contenus à offrir justement aux clients pour qu'ils puissent s'aider, se supporter. D'un autre côté, ils offrent une solution pour les sites, les gros sites de commerce électronique pour permettre d'aider les utilisateurs à faire des recherches plus pertinentes puis trouver les produits plus rapidement. Nous, on travaille avec eux sur la stratégie de contenu justement pour essayer de voir comment articuler cette orchestration-là de façon à ce qu'on puisse avoir des contenus qui sont bien exploités et destinés aux gens du service à la clientèle, des contenus qui sont intéressés par le produit de service à la clientèle, d'autres contenus qui vont être plus des produits de démonstration ou autres, pré-vente sur justement l'offre de service par rapport au commerce électronique. Il va y avoir d'autres contenus qui vont être des contenus de formation. Donc, on se retrouve avec une grosse orchestration, mais qui permet justement de satisfaire pas mal toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans la décision d'achat, la découverte du problème, la décision d'achat et la fidélisation puis l'utilisation du produit. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire quand on commence à connaître justement les gens qui sont intéressés par une solution de support technique comme l'offre, par exemple, Coveo. On va savoir un peu quel type de contenu peut les intéresser, comment travailler l'expérience client dans le contexte de la génération Z. Donc, on n'est pas en train de vendre le produit nécessairement directement et spécifiquement à un client potentiel, mais on est en train de démontrer que l'entreprise a une expertise pertinente qui permet justement à des personnes qui doivent prendre des décisions liées au support à la clientèle dans leur organisation de réfléchir. Est-ce que la génération Z est bien servie, desservie par notre organisation, est bien supportée par notre organisation? Et si ce n'est pas le cas, peut-être que Coveo peut m'aider. Donc, on est dans le comment est-ce qu'on crée la relation pour une transaction positive dans le futur. Donc, ça, c'est un exemple justement de Coveo. Mais comment on arrive là? Comment on réussit à bien connaître notre audience? On peut faire des recherches marketing et tout, mais ce n'est pas toutes les organisations qui ont le budget pour le faire. Je vous suggère fortement, si vous l'avez, parce qu'il y a moyen d'en apprendre beaucoup, mais ce que vous allez devoir demander et ce que vous allez vouloir aller chercher dans beaucoup de cas, c'est d'en savoir plus sur l'attitude, comment est la personne, quels sont justement quel est un peu son profilage psychométrique, si on veut. Donc, ce n'est pas tant son âge et la voiture que cette personne-là conduit qui nous intéresse, mais peut-être un peu plus comment ils se sentent. Donc, une fois que vous avez fait votre décompte, puis vous avez décidé les types de cibles puis de segments d'audience que vous voulez rejoindre, posez-vous la question pour le contenu, parce que ces réponses-là, vous ne les aurez peut-être pas déjà dans ce que les ventes ont déjà produit sur les clients potentiels et des choses comme ça. Vous, au marketing, vous allez vouloir, et spécifiquement au marketing de contenu, vous allez vouloir vous demander comment ils se sentent, parce qu'on veut créer du lien. On ne veut pas juste leur crier par la tête qu'on a quelque chose à offrir, on veut créer un lien, leur apporter de la valeur. Donc, est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que j'ai un produit qui vient régler une grande problématique qui est très, très, très importante dans leur vie en ce moment? C'est quoi leur attitude par rapport à ce que vous offrez? Est-ce qu'ils sont habituellement réfractaires à ce que vous offrez ou bien ils sont enjoués de découvrir que vous avez ce produit-là ou ce service-là à leur offrir? Qu'est-ce qu'ils ont à accomplir? Vous venez régler quel problème? Votre produit ou votre service existe, mais votre produit ou votre service existe parce qu'il y a une problématique que votre organisation désire régler. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire avant de faire appel à vous? Posez-vous cette question-là parce que quand vous commencez à réfléchir à ces angles-là, vous voyez comment leur parler dans une perspective puis une posture d'apport de valeur.
qu'est-ce qui les rend heureux? Qu'est-ce qui fait en sorte que, grâce à votre produit ou votre service, ils deviennent heureux? Qu'est-ce que vous avez résolu comme problème? Qu'est-ce qui leur cause la douleur? Pour les mêmes raisons, vous avez développé un produit, vous avez développé un produit ou un service, puis vous l'offrez. Qu'est-ce qui fait mal que vous réglez? Et prenez cette posture-là dans leur façon de leur parler et ça amène la relation à être beaucoup plus solide. Je vous donne un exemple qu'on a déjà fait avec un client il y a plusieurs années, quand on a fait cet exercice de définition des segments d'audience. C'est une entreprise qui est dans le domaine de la botte pour enfants, bottes de pluie, bottes d'hiver, sandales pour les enfants. Et nos cibles, donc, ce sont les parents. Dans beaucoup de cas, parce que ce n'est pas l'enfant qui prend la décision nécessairement, c'est le parent. Et on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va segmenter nos parents? Et on aurait pu segmenter par le nombre d'enfants, on aurait pu segmenter par habite en zone urbaine ou habite à la campagne, on aurait pu segmenter par l'âge du parent et plein d'autres éléments. Mais au final, on voulait vraiment créer de la valeur puis créer du lien avec eux. Et on a fini par segmenter, non pas sur tout ce que je viens de vous dire, mais on a segmenté par leur attitude parentale. Pourquoi? Parce que ça nous permettait de leur parler et de leur toucher au cœur. Vous vous souvenez, mes 3 cercles de tantôt, ça permettait de leur toucher au cœur. Et comment on a fait ça? C'est en définissant 3 styles parentaux qu'on allait utiliser dans la tonalité qu'on allait prendre avec eux. Donc, en les connaissant bien, vous avez ici une fiche de segment d'audience toute simple. Sarah, qui est un peu plus carriériste. Puis on a défini 4 axes sur lesquels il fallait réfléchir pour s'adresser à justement Sarah, le parent. C'est tout autant la maman que le papa. On a choisi 3 photos de femmes, mais c'est tout autant le père que la mère qui prend la décision dans ce cas-ci. Mais on a vraiment segmenté par style parental et on était capable justement de créer des contenus, créer des publications sur les réseaux sociaux, créer des infolettres qui, des fois, s'adressaient à l'une, des fois s'adressaient à l'autre de ces segments d'audience-là pour pouvoir trouver comment réussir à connecter avec ces différents types de parents-là. Donc, le parent plus protecteur ou au contraire, le parent comme Mariana, qui est le parent plus lousse, si on veut, qui laisse ses enfants faire plein de choses différentes et développer leur autonomie, leur imagination de façon beaucoup plus autonome. On ne s'adresse pas à ces différents parents-là de la même façon. Et comme des bottes d'hiver, bottes de pluie, sandales, c'est pour aller jouer dehors, bien, on prenait la thématique du jeu extérieur beaucoup, mais on la prenait sous différents angles, dépendant de quel type de parents on avait envie de rejoindre à ce moment-là. Donc, quand vous réfléchissez justement à vos segments d'audience, posez-vous la question, quelle est leur attitude? Comment ils sont? Plutôt que qui sont-ils réellement d'un point de vue beaucoup plus démographique. Et ça va beaucoup vous aider en contenu. Et tout ce dont on parle quand on définit le canevas, la tonalité, les segments, les thématiques et tout, notre idée, c'est de nourrir le brief éventuel, le brief de contenu qu'on va donner à un rédacteur ou une rédactrice, à une réalisatrice, une photographe, un réalisateur de podcast. On va vouloir vraiment donner un brief qui va leur permettre au niveau créatif de bien comprendre à qui ils s'adressent, pourquoi, et de pouvoir développer le meilleur contenu possible. On ne veut pas leur donner une espèce de thèse de 40 pages sur à qui tu t'adresses. Ça ne résonnera pas toujours aussi bien avec les créateurs de contenu. Donc, on veut, grâce au Canva, réussir à bâtir le brief qui fait le plus de sens possible. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des éléments? Est-ce que vous voulez me jeter des tomates? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tout le monde est là. Comment adapteriez-vous cette stratégie pour un OBNL? Andréane, comment comment tu détaillerais un peu ta question? Ou qu'est-ce que tu vois dans ce cas-ci qui pourrait peut-être moins bien? Tiens, je vais te relancer avec une question. Qu'est-ce que tu vois dans ça qui s'adapte un petit peu moins bien à nos OBNL ou les enjeux que toi tu vois quand on réfléchit à ça? Je te laisse taper la réponse, puis j'avance 1 ou 2 diapos, puis je te réponds en direct par la suite. Donc, une fois qu'on a justement nos objectifs, notre destination, puis on sait à qui on va s'adresser, bien, on commence à être capable de développer
ce que j'appelle les piliers de contenu. Les piliers de contenu, ces espèces de grandes thématiques-là, là, c'est les piliers de la patente, là, qui sont autant pertinents pour l'organisation que pour l'audience. Parce que vous comprendrez bien, à travers les deux cercles concentriques qu'on avait au début, là, mon tabouret à trois pattes, euh, il faut quand même que si je veux renouveler mon budget l'année prochaine, il faut que ça serve la business. Puis si de l'autre côté, je veux réussir à connecter avec mon audience, il faut que ça soit pertinent pour mon audience. Fait que je dois trouver des sujets, des thématiques qui sont bons pour les deux. Et c'est ce qu'on appelle les piliers de contenu. Donc, essentiellement, ça revient à de quoi on va parler. Puis trois petites façons simples, entre autres, de réfléchir à faire de la génération d'idées puis à réfléchir à nos piliers de contenu, ben, c'est sûr que asseyez-vous sur votre expérience d'équipe. Votre équipe marketing, vous avez justement accès aux statistiques des contenus qui ont pu être faits dans le passé. Vous avez justement la capacité de voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Ça vous permet de faire une génération d'idées assez rapide, de mettre des post-it au mur puis de trouver plein d'idées. Mais des fois, vous allez peut-être arriver un peu dans un cul-de-sac. Vous allez vous dire, OK, là, on est arrivé au bout de nos idées. Puis tout ce qui nous reste à parler, c'est la journée du beigne, la journée de la bartende, puis la journée du câlin. On ne veut pas se rendre là. Si vous êtes rendu à parler de la journée de ci ou de ça, c'est parce que vous êtes arrivé au bout de vos idées. Ou bien, ça se pourrait, bon, si vous êtes, ou je vous mets au défi de me trouver quel objectif vous essayez d'atteindre avec ça. Peut-être que ça va être très justifié, mais dans beaucoup de cas, j'ai trouvé que c'était une espèce de porte de sortie des fois parce qu'on avait dit qu'on publiait le jeudi. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi des fois il faut publier le jeudi. C'est comme s'il fallait publier le jour des poubelles. Ça ne fait pas de sens. Publiez quand vous avez quelque chose à dire. Publiez quand vous avez de la valeur à apporter. Peut-être que vous allez publier moins souvent puis mettre plus de valeur. Bref, ça, c'est ma petite ligne éditoriale. Mais faites la génération d'idées en équipe, mais aussi tournez-vous peut-être vers les autres départements à l'intérieur de l'organisation. Le livre de Marcus Sheridan que j'ai mis là, They Ask You Answer, très, très, très intéressant. Vous pourrez le lire un peu là-dessus, mais c'est l'histoire d'un dirigeant d'une entreprise qui fait des piscines en fibre de verre aux États-Unis. Et lors du crash économique en 2008, ben, sa business s'est retrouvée en problème. Et il a décidé que sur son blog, il allait répondre à toutes les questions qu'il se faisait poser ad nauseam, année après année, jour après jour. Il allait répondre à toutes ces questions-là et envoyer les gens aller lire la réponse par eux-mêmes. Donc, il a évidemment beaucoup, beaucoup parlé à l'équipe terrain, les représentants sur le plancher dans ces commerces pour savoir quelles sont les questions que les clients venaient leur poser, quels sont les clients qui recevaient au téléphone, les questions qui recevait au téléphone justement par le support à la clientèle et il a décidé de répondre à toutes ces questions-là. C'est une mine d'or, justement, sur les contenus à produire quand vous êtes capable de répertorier toutes ces questions-là. Et prenez soin de répondre à toutes les questions. Il y en a que vous allez dire, oui, oui, mais ça, c'est évident. Mais si quelqu'un pose la question, c'est parce que pour lui, elle ou quelques autres personnes, ce n'était pas évident. Et si vous pouvez être celui ou celle qui avait la réponse, être l'organisation qui a la réponse, vous allez commencer à pouvoir créer du lien. Le troisième, c'est les besoins et les attentes de vos audiences. À un certain moment, vous pouvez répertorier les questions qu'on vous a déjà posées dans le passé, mais si vous avez la capacité d'avoir un petit bassin de clients très fidèles, d'ambassadeurs ou même à travers votre infolettre, demandez à vos audiences de quoi elles aimeraient entendre parler et écoutez ce qui va revenir. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant de cette méthode-là, en faisant un sondage, en posant la question à votre audience de quoi aimeriez-vous entendre parler, vous allez potentiellement découvrir des angles morts. Des angles morts parce que personne ne vous a jamais posé la question et vous n'auriez jamais pensé devoir produire un contenu sur ce sujet-là ou avoir l'opportunité de le faire parce que pour vous, c'était une évidence ou parce que vous n'y avez pas pensé du tout. On avait fait l'exercice, nous, dans le secteur du sport, comme dans le secteur du commerce de détail dans le sport. Et un des sujets qui était ressorti comme étant vraiment important, c'est le sujet de la santé mentale. On ne se serait pas attendu à ce que Mountain Equipment Co-op, Sport Expert ou je ne sais pas qui d'autre parle de santé mentale. Mais en réalité, quand on demande aux gens qui font du sport, ils ont envie d'entendre parler de ce sujet-là. Ils ont envie d'en lire un peu plus sur ça. Donc, n'hésitez pas à aller demander à votre audience de quoi ils aimeraient entendre parler.
Pourquoi? Parce qu'on veut après ça prendre toutes ces idées-là, tout ce qui va être ressorti. Là, c'est un espèce de grand document avec là, ce que moi j'appelle un mind dump, là. On dompe toutes les idées dans un long document, puis après ça, on essaie de faire des regroupements. Ici, vous avez l'exemple de ce qu'on a fait dans le passé pour Bombardier. Bombardier, au niveau corporatif, ne veulent pas nécessairement parler du produit spécifique de l'avion, du jet privé ou autre, mais veulent parler de transport au sens large. Et ce qu'on avait fait, on avait fait justement une grosse génération d'idées à travers les 3 méthodes que vous venez de voir à la page précédente, et on avait regroupé toutes ces idées-là à l'intérieur de 6 grands piliers que vous avez là, sous lesquels on avait mis des thématiques à aborder. Et je peux vous dire en combinant tout ça, là, on avait de quoi nourrir un calendrier éditorial pour plus qu'un an, et tout ça basé sur la valeur réelle qu'on peut apporter. Aucune journée de la barre tendre ou du câlin ou de je ne sais pas quoi dans les idées là-dedans. Tout était basé sur l'intérêt réel que pouvait avoir l'organisation de parler de ce sujet-là et l'intérêt réel pour l'audience d'en entendre parler. Et c'est ça que vous voulez atteindre. C'est un exercice à faire, peut-être une fois par année, justement, de prendre un 30 jours dans l'année pour se dire, OK, on va refaire notre exercice de génération d'idées, on va poser la question, on va aller s'informer dans les autres départements à l'intérieur de l'organisation, puis on va aller trouver justement tous les sujets qu'on peut aborder. Puis pourquoi on veut faire ça? Pourquoi les piliers sont importants? Les piliers sont importants parce qu'on veut justement être capable de catégoriser un peu ce qu'on fait. On va être capable de dire, OK, ces 5 piliers-là, par exemple, je vous en ai mis là, pour l'industrie du voyage, par exemple. 5 piliers de contenu que vous avez là, ben, on veut s'assurer de traiter les différents piliers sur une base régulière. Et d'un autre côté, d'avoir, tu vois, vous voyez ce qu'on a fait dans le tableau de validation qu'on a là? On a eu justement les piliers de contenu qu'on a placés dans le haut. Et sur le côté, on a placé, là, on a enlevé les détails pour des fins de confidentialité, les objectifs d'affaires qu'on voudrait atteindre. Et à chaque fois que vous publiez du contenu, vous devriez toujours penser à mes 2 cercles, parler de quelque chose qui intéresse votre audience, donc vous attachez à un des piliers de contenu. Si vous ne fitez pas là-dedans, vous ne devriez pas le publier, ça n'intéresse pas votre audience. Et de l'autre côté, vous devriez aussi vous attacher à un de vos objectifs. Donc, comme ça, vous êtes capable de vous satisfaire autant l'organisation que l'audience. Et ça, c'est très, très, très important. CA Québec le fait très, très bien parce qu'eux vendent de l'assurance, vendent du voyage et vendent certains autres produits liés au voyage. Mais eux le font avec des grands piliers de contenu qui sont justement l'habitation, la voiture, le tourisme. Et je pense qu'il y en a d'autres. Mettons qu'il y avait ces 3 grands piliers-là principaux. Ils vont toujours venir s'attacher à ça. C'est lié à l'organisation, c'est dans un champ d'intérêt, justement, de l'audience qui va le rejoindre. Soit par fidélisation, parce que je reçois le magazine à la maison, soit par acquisition de trafic, parce qu'ils sont très, très bien référencés pour parler des destinations au Québec, pour parler de comment maintenir sa maison, comment bien entretenir sa voiture. Donc, on est vraiment sur ce type de choses-là. IKEA le fait aussi. IKEA, par exemple, ont toute une notion de, là j'ai le mot sustainability en tête, je suis désolé, mais toute cette notion d'avoir une pensée un peu plus verte. Et donc, dans la section IKEA Family, qui est leur programme de fidélisation, ils vont parler beaucoup de comment IKEA fait justement pour maintenir un peu des pratiques qui sont relativement et le plus possible bénéfiques ou du moins le moins nocives possible pour la planète. Donc, c'est de trouver des sujets qui sont pertinents pour l'entreprise, mais en même temps qui intéressent l'audience qu'on veut rejoindre. Donc, Andréane, tu mentionnais, c'est souvent des contextes où les ressources, le temps et l'équipe sont limités, où il n'y a pas de personnes attitrées au com pour réfléchir à une stratégie de contenu. Malheureusement, ça devient parfois une réalité qui va générer des publications sur la journée de la barre tendre. Euh, je- oui, en fait, ça peut devenir ça. C'est sûr qu'on a plusieurs casquettes dans un OBNL, dans une structure plus petite, puis des structures plus petites, il y en a même dans les entreprises, là, je peux vous le dire. C'est pas tout le monde qui a une casquette dédiée contenu. Puis loin de moi de prétendre que tout ça est une espèce de grosse machine où ça prend une grosse équipe. L'idée étant de trouver une façon de décortiquer la chose pour que si on est capable de définir des objectifs, ces objectifs-là vont devenir assez importants pour l'organisation
pour que justement, il y ait du temps qui puisse y être consacré. C'est sûr que le temps est d'une denrée limitée. Je l'ai dit, on s'est levé avec notre petit portefeuille de minutes ce matin, puis on va l'avoir épuisé en fin de journée quand on va aller se coucher. Mais l'idée étant de réussir à répartir l'effort sur l'année et de se donner des objectifs qui sont réalistes en fonction du temps et des ressources qu'on a aussi. Donc, il n'y a pas de réponse magique à ça, à la question, mais c'est cette notion de bien doser. Il n'y a aucune raison que l'organisation doive publier 2 fois par semaine s'il n'y a pas le bandwidth à l'intérieur de l'organisation pour s'en occuper. L'idée étant à chaque fois de s'assurer qu'on a mis juste assez d'efforts pour que la publication vaille la peine pour l'audience qu'on veut rejoindre. Puis je peux vous dire, je ne veux pas geeker trop dans tous les algorithmes et tout, là, mais quand on se met à publier des publications qui n'apportent pas de valeur, ces publications-là ne génèrent que très peu d'engagement sur les réseaux sociaux, on pense à Instagram et Facebook. Et que font les algorithmes quand ils voient qu'une organisation publie et ne génère pas d'engagement? L'algorithme va diminuer la portée. Ça veut dire que la prochaine publication que vous allez faire, il va le montrer à moins de monde parce qu'il sent que vous n'apportez pas beaucoup de valeur. Et si c'est encore le cas, il va le montrer à moins, à moins, à moins. Si vous êtes capable de publier une fois de temps en temps et avoir de la valeur et d'être en mesure d'aller chercher de l'engagement, il faut trouver cette balance-là, il faut faire des tests. Mais vous pouvez publier moins souvent et au final rejoindre beaucoup plus de monde. Donc ça pourrait être le sujet d'un autre webinaire au complet, là, mais l'idée, l'importance, apporter de la valeur, votre audience va vous le retourner et ça va beaucoup vous aider. Je prends un dernier 5 minutes pour vous montrer un exemple de comment on peut tout mettre ça ensemble au quotidien. La matrice de contenu, c'est un peu le nom non flyé, non brandé qu'on a donné à cette espèce de tableau-là qu'on utilise au bureau, à l'agence, qui relie essentiellement ces 4 cases-là, ces 4 importantes cases-là. Les objectifs, l'audience qu'on veut rejoindre, les canaux et le contenu en soi qu'on va vouloir générer. La matrice de contenu, elle permet de distinguer 2 choses. Vous vous souvenez des 2 moteurs que je mentionnais il y a à peu près 1 heure? Ben, d'un côté, on veut créer du contenu, on veut produire du contenu, on veut bâtir notre librairie de contenu, et de l'autre côté, on veut distribuer ce contenu-là par la suite. Ce qui veut dire que d'un côté, on veut produire des contenus, bâtir une librairie, et après ça, au fil du temps, on veut aller piger dans notre librairie de choses qu'on a produites pour les distribuer. Ça peut faire en sorte que vous allez peut-être publier 3, 4 fois dans l'année le même article. Pourquoi? Parce qu'à cause de la portée dont j'ai parlé il y a 1 minute, à cause du niveau d'attention des gens, peut-être que vous n'aurez pas rejoint, en fait, vous n'aurez pas rejoint tout le monde et peut-être tout le monde n'aura pas été intéressé à ce moment-là précis, vous l'avez publié la première fois. N'hésitez pas à réutiliser des contenus. Essayez avec une accroche un petit peu différente sur les réseaux sociaux, mais votre article en soi reste, qui est peut-être sur votre blog, reste très, très bon et très intéressant et apporte beaucoup de valeur. Puis lui est dans votre librairie de contenu essentiellement. Allez piger dans votre librairie pour éviter le syndrome de la journée internationale du cha-cha-cha. Ça, c'est la pire. Puis vous voulez avoir 2 processus qui roulent en parallèle. Là, Andréane, je comprends tout à fait l'idée, puis pour les plus petites organisations, ça semble bien gros cette histoire-là, mais ce n'est pas compliqué. L'idée, c'est d'un bord, réfléchir, des fois mettre notre casquette de producteur, puis dire qu'est-ce qu'on n'a pas comme contenu dont on a besoin. Puis de l'autre côté, sur une base régulière, mettre notre casquette de distributeur de contenu, puis dire all right, de quoi on va parler sur nos réseaux cette semaine ou la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent à dire? Est-ce qu'on aurait une infolettre à envoyer? Ça fait un bout de temps qu'on l'a fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? De réfléchir, d'aller piger dans la librairie de contenu. Donc, ces 2 moteurs-là fonctionnent essentiellement en parallèle. Et la matrice de contenu, je vais conclure un peu là-dessus. L'idée, c'est d'un côté, développer un plan de production qui va nous permettre de produire ces contenus-là, et de l'autre côté, de nourrir le calendrier éditorial qui va nous permettre de distribuer les contenus. De quoi ça a l'air? Si je vous fais, c'est un peu une page recto-verso relativement simple, là, où au recto, on se remet un de nos grands objectifs. Par exemple, pour un client ici, on voudrait bâtir une audience. Donc, on veut bâtir une audience un peu plus large, on veut rejoindre plus d'êtres humains qu'on en rejoignait dans le passé. Puis, on s'est défini 3 indicateurs de performance. On veut des pages vues sur notre site Web, on veut des leads générés par le petit formulaire, par exemple, qu'on pourrait décider de mettre dans le bas de la page de nos articles. Et on veut s'assurer de rejoindre du monde avec nos publications sur les réseaux sociaux, un petit peu de notoriété.
Ensuite de ça, en dessous de ça, on met les segments pertinents à cet objectif-là. Donc, on veut rejoindre, par exemple, dans ce cas-ci, des épargnants puis des entreprises qui vont justement devenir ces espèces de clients potentiels-là parce que c'est les audiences qu'on a établies. Et puis, la matrice prend tout son sens sur l'autre tableau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on réfléchit. On se dit, j'ai des objectifs à atteindre et j'ai une cible à rejoindre. Donc, je vais d'abord mettre mes cibles à rejoindre dans la première colonne. À côté de ça, je vais réfléchir, OK, par rapport à mon objectif auquel je réfléchis en ce moment, qu'est-ce que je pourrais choisir comme thématique, comme pilier de contenu? Une fois que j'ai choisi de quoi je vais leur parler, donc ça, c'est toute la notion de valeur, là, je vais commencer à me dire où est-ce que je vais aller porter ce contenu-là. Est-ce que je vais le mettre dans la section extra de la presse plus? Est-ce que je vais faire une publication LinkedIn? Où est-ce que je vais aller placer? Où est-ce que je vais rejoindre mon audience avec cette valeur-là? Par la suite, le format et le concept, les deux colonnes bleues, c'est un peu le brief que je vais donner au créateur de contenu. Je veux un article, je veux que ça parle de ça, je veux qu'il y ait un peu ce type de concept-là, etc. C'est juste une intention que je vais vouloir définir. Suite à ça, parce que c'est mon calendrier éditorial, vous vous souvenez la gouvernance en rouge derrière, tous les processus, comment je vais le publier, à quelle fréquence. Et ça va me permettre, ça, de nourrir mon calendrier éditorial parce que je vais commencer à placer des affaires sur plusieurs mois, plusieurs semaines, parce que je vais avoir une série de 12 entrevues ou de choses comme ça. Et si je fais tout ça, mon but, au bout, c'est d'aller obtenir ces résultats-là. Ce qui fait que, puis là, après ça, au début, on y va au fil du vent, là, on met notre doigt dans le vent, puis on évalue les chiffres, mais après ça, on devient meilleur pour se dire, ben, si je fais des publications LinkedIn, puis que je parle de ça, puis que j'en mets une par semaine pendant les 2 premiers trimestres, parce que je veux en faire à peu près, justement, les 2 premiers trimestres, 6 mois x 4, 24. Je vais avoir 24 publications qui vont parler de mon contenu. Ben, je pense que je suis capable d'aller chercher 2000 clics. Je pense que je vais pouvoir rejoindre à peu près 120 000 personnes. Puis si je fais 2000 clics, c'est beaucoup un peu, mais mettons que je suis super bon, puis je génère 80 leads. Je peux revenir en arrière et me dire, OK, avec cette stratégie-là et ces contenus-là, est-ce que je vais, et là je reviens en arrière, est-ce que je vais rejoindre mes objectifs que je m'étais donnés? Oui, je travaille dans le bon sens, je travaille dans la bonne direction et avec ces concepts-là, je suis capable de travailler sur mes objectifs, de rejoindre les bonnes cibles avec des sujets qui les intéressent, sur des plateformes là où ils vont se trouver de façon pertinente pour l'organisation. C'est que ça permet de s'assurer de remplir toutes ces cases-là et d'avoir un contenu qui fait du sens. Donc, en gros, là, c'est pas mal ça. Bâtir le plan de production d'un côté avec ces différents éléments-là, ça permet de faire le brief et d'avoir une librairie de contenu. Et par la suite, donc, de pouvoir bâtir un peu mon calendrier éditorial et de pouvoir mettre tout ça ensemble. Cette dernière étape-là, c'est l'opérationnalisation. Ça va varier d'une entreprise à l'autre. À vous de voir comment essayer d'opérationnaliser ça. Sinon, moi, je vous ai mis sur la dernière page voyons, du document que vous allez recevoir, mes coordonnées. N'hésitez pas si vous voulez bouncer des idées. Si Andréane, tu veux bouncer des idées, ça va me faire plaisir d'échanger sur les défis. C'est win-win pour les deux. Par LinkedIn ou par email, faites-moi signe. Ça va me faire vraiment plaisir. Ça me permet de bonifier les présentations futures. Donc voilà, c'était un peu ce que j'avais à vous présenter. Je vais laisser le mot de la fin pour Catherine, mais moi, j'ai un peu de temps pour prendre quelques questions aussi, si vous le désirez. Je sais qu'on voulait terminer à 10 heures, donc je m'arrête ici. Super, merci beaucoup Alexandre, c'était vraiment intéressant là, tous ces trucs-là pour la création de contenu. C'est vrai que des fois, on essaye de juste publier pour se faire voir, mais dans le fond, c'est pas vraiment ça l'objectif. Donc, effectivement, là, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Là. On peut prendre encore un petit 5-10 minutes pour répondre là, si jamais il y a des questions. Sinon, là, c'est ça, comme Alexandre le mentionnait, je vous envoie au courant de la journée là, la présentation, les slides et la réécoute de la formation par courriel, là, donc au courant de la journée. Je vais laisser encore quelques instants. S'il y a des questions, allez voir dans le chat. Rien pour le moment. Peut-être que tout le monde avait une rencontre justement là, 1 minute après la
C'était la peut-être trop présentation. clair, là. Ah, C'était ben ça là, notre question, c'était trop clair, tout ce qui a été expliqué. où j'ai Ben perdu tout écoutez, le je pense monde. qu'on va terminer. Oui, c'est ça, peut-être. Je pense qu'on va terminer ça là. Comme Alexandre le Ouais, mentionne, là, si jamais vous avez des questions, vous pouvez lui écrire. Ses coordonnées seront dans la présentation. Sinon, vous pouvez toujours revenir vers nous aussi chez Virage Numérique. On est là pour vous aider. Donc, absolument. merci tout le monde. Merci Alexandre pour ta présentation. Puis, une bonne journée à tous. Merci. Bye bye tout le monde.